Chers professeurs, chers étudiants, aujourd'hui, c'est la 10e conférence dans la série des conférences intitulée « Les discussions en mathématiques franco-marocaines » organisée par le laboratoire de recherche analyse numérique et analyse non linéaire, l'ARDESA, de la faculté des sciences de Tétouan, l'université Abdelmalek Saadi et le laboratoire analyse géométrie et application, l'AGA, de l'université Sorbonne Paris-Nord, en coordination avec le professeur Benoît Rito. Je rappelle que toutes les conférences des discussions en mathématiques franco-marocaines sont enregistrées et diffusées sur la chaîne YouTube l'ARDESA UAE. La conférence d'aujourd'hui, étant présentielle à la faculté des sciences de Tétouan, sera animée par le professeur Zeyn Abidine Guinoun de l'université Mohamed V sous le thème Théorème de points fixes, aspects théoriques et empiriques. Avant de présenter la biographie du professeur Guinoun, je passe la parole à monsieur le doyen. Merci beaucoup, professeur Harry. C'est juste une occasion pour souhaiter le bienvenue à tous les collègues, que ce soit au niveau national ou international, dans ce rendez-vous habituel, le rendez-vous les discussions mathématiques franco-marocaines. Donc, bienvenue à tous les participants. Et je félicite mes collègues, professeur Ali, et tous les collègues, M. Najid, le chef de département, et d'autres collègues, Sefrahi, tous ceux qui participent à l'organisation de ces rencontres très intéressantes. Et je voudrais souhaiter bienvenue à Sizine Labidine, chef de département, également le responsable filière, de leur présence parmi nous. Et rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Et félicitations pour cette organisation qui a duré une bonne partie de l'année. Merci, professeur Arish. Merci, monsieur le doyen. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je passe la parole à mon collègue, le professeur Benoît Rito, pour dire un mot à propos de cette conférence. Bien, bonjour à tous. Donc, ravi au nom du laboratoire analyse géométrie et application de l'université Sorbonne Paris-Nord. Bienvenue. Ravi de vous retrouver tous. C'est toujours un plaisir de retrouver les discussions mathématiques franco-marocaines. Merci au professeur Mokrim d'avoir dit un mot. Et merci, cher Harish, de continuer notre collaboration, qui me fait très plaisir. Donc aujourd'hui, on aura des théorèmes de points fixes. Donc on va changer peut-être un petit peu par rapport à ce qu'on a vu les derniers jours, enfin les dernières conférences. Et j'ai cru voir je crois voir le nom de Brouwer et le théorème de Brouwer dans la deuxième diapositive, donc ce qui me réjouit parce que c'était mon travail de recherche au tout début quand j'ai commencé. Je me suis orienté vers ce genre de théorème et le sujet m'a l'air bien alléchant. Voilà, donc je me réjouis tout autant que d'habitude, mais avec en plus cette petite pointe de souvenir. Donc je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions dans le chat ou sur le live Facebook. Donc le chat, je m'en occuperai, et puis le live Facebook sera géré par le professeur Ferrari. Donc vous pouvez, au fil de la présentation, vous pouvez laisser vos questions par écrit. Sinon, à la fin de l'exposé, on aura aussi une petite séance de questions orales, si vous préférez les poser oralement. Une petite précision en passant, parce qu'il m'arrive de recevoir des demandes d'attestation de présence aux discussions mathématiques franco-marocaines. Alors là, je n'ai pas autorité pour vous faire ces attestations de présence, donc je pense que c'est le professeur Arij Bouzelmat que vous devez écrire, et non pas à moi-même. Voilà, bon, c'est pas très grave, mais d'une façon générale, je ne fais que transmettre, donc ça ira plus vite pour vous si vous vous adressez directement à la bonne personne. Voilà, cher Harry, je te repasse la parole. Merci Benoît. Alors, le professeur Zeyn Abidine Guinoun a obtenu son doctorat en mathématiques en 1989 à l'Université de Montréal de Canada. Il était professeur assistant au Collège militaire royal, à l'Université de Moncton et l'Université de Manitoba de Canada. Il est devenu professeur-chercheur en 1998 à l'Université Mohamed V. Le professeur Zeyn Abidine a été professeur invité aux plusieurs universités internationales, aux États-Unis, à Canada et en Pologne. Actuellement, il est chef de département de mathématiques à la faculté des sciences de Rabat, Université Mohamed V. Il est expert à l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ANEAC. Il est coordonnateur de master mathématiques et applications. Il était membre fondateur des UFR 2A et de doctorat. Il a dirigé plusieurs groupes de recherche et a été expertise de projets
d'action intégrée maroco-espagnole. Le professeur Guenoun a animé plusieurs conférences aux États-Unis, à Canada et à Pologne. En plus de ses responsabilités pédagogiques, administratives, le professeur Zain Abidine Guenoun est un chercheur de gros calibre. Il possède plus de 50 publications dans le domaine d'analyse non linéaire, dans des revues internationales indexées. Toutes nos félicitations au professeur Zain Abidine Guenoun. À vous la parole, professeur. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon. Ben, je voudrais vous remercier pour cette invitation et remercier les organisateurs pour cette conférence, ce séminaire où il y a cet échange entre les collègues et ce qu'on est en train de... C'est-à-dire que quand on parle d'échange, ça veut dire qu'on a l'opportunité de voir autre chose et d'exposer. Je vais rentrer directement dans le sujet, parce que là, on a eu beaucoup de... Alors, ce sujet, c'est tout simplement théorie de points fixes. Quand j'ai écrit théorie de points fixes, l'idée, au départ, c'était un théorème. Quand on m'avait demandé d'exposer, c'était tout simplement un mini-cours où j'allais parler de la théorie de points fixes dans sa généralité et après les applications. Mais ça s'était prévu deux ou trois cours. Alors avec le changement, c'était un séminaire, j'ai essayé de tout simplement de donner quand j'ai écrit aspect théorique et aspect heuristique, ça veut dire que j'essaie de faire le lien, si vous voulez, entre cette notion de théorie de points fixes qui est toujours... Alors, chaque fois qu'on parle de points fixes, c'est toujours un nom qui revient, c'est théorème de Banach. C'est normal, parce que la plupart des gens, les numériciens, les applications, c'est le théorème idéal. Aujourd'hui, je vais essayer de tout simplement donner une approche, une comparaison ou un parallèle. Bon, je dis un parallèle parce que quand on parle de théorèmes, c'est toujours les théorèmes qu'on peut appliquer. Parce que quand on parle de Barawa, le terme de Barawa, c'est un théorème qui est simple, comme quand on l'énonce, mais ça fait à peu près un demi-siècle de discussion pour arriver à une démonstration, en passant par des mathématiciens éminents que je vais... Maintenant, avant de démarrer la conférence, alors quand on parle de point fixe, généralement quand on parle de point fixe, donc c'est quoi l'idée d'un point fixe? L'idée d'un point fixe, c'est que quand j'ai une fonction de x, non, x, ça veut dire quand je parle de fonction, ça veut dire une transformation. J'ai ici une collection. Je transforme cette collection d'éléments en utilisant une transformation de x vers x. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il existe un point invariant, un point fixe? C'est-à-dire quand j'ai la fonction, c'est-à-dire f de x égal à x. Donc ça, c'est en général, ça c'est la définition. Maintenant, quand on parle de cette définition-là, quand on l'utilise, on va utiliser des algorithmes, on va utiliser l'essence, c'est-à-dire d'où ça vient cette notion et pourquoi on s'est intéressé à ce point fixe ou aux éléments invariants et pourquoi le théorème de Brouwer, le théorème de Schauder. Donc, quand on parle de point fixe, ça veut dire que quand vous avez cette notion de transformation, la question qu'on pose, en fait, quand je fixe une famille d'opérateurs ou de fonctions qui ont la même propriété, alors c'est quoi les conditions sur X? Alors je vais sur X pour que toutes ces fonctions-là, cette famille de fonctions, admettent un point fixe, au moins un point fixe. Donc ça c'est la question générale. Maintenant, quand je parle de cette alors, cette notion, c'est la notion générale. Donc, avant de démarrer, on va voir c'est quoi cette notion-là.
ça veut dire que, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une fonction, ça veut dire que j'ai un graphe de la fonction. J'ai le f, c'est x, f de x. Et x appartient à x, on a l'ensemble de, ça c'est le graphe. Et c'est quoi la question? C'est, je prends la diagonale delta, c'est-à-dire x, l'intersection, parce qu'elle est différente de x. Maintenant, ça c'est la question générale, c'est est-ce qu'on a une intersection? Je parle de graphe parce que le départ du point fixe, je ne dirais pas le départ, parce que le point fixe existe depuis le temps. Quand vous voulez résoudre une équation f de x égale à 0, par exemple, g de x égale à 0, il suffit d'ajouter x plus g de x pour résoudre l'équation comme un point fixe. C'est-à-dire le point fixe, c'est quelque chose qui nous suit tout le temps dans le sens dont les équations, c'est pas. Mais l'idée du point fixe, c'est, donc ça c'est l'intersection, c'est la famille de fonctions, ça veut dire qu'on devrait trouver une famille de fonctions et des collections qui vont nous donner cette propriété. Avant de démarrer, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Généralement, quand on a ce type je peux commencer directement Rn. On va essayer de voir ce qui se passe dans R. Donc, ça, c'est la définition. Vous avez une définition R. Et on démarre avec cette notion de la diagonale. Donc, je trace une diagonale. Et on se pose la question, si je prends des fonctions de R dans R, c'est quoi les conditions qui vont m'assurer l'existence de points fixes? Bon. Si je prends ça, la première question, les premières fonctions, si je prends toutes les parallèles, ça veut dire x plus une constante, vous voyez bien, la parallèle ne va jamais rencontrer le point, la diagonale. Ça veut dire que je n'ai pas de point fixe. Ça veut dire, dans le cas général, si je prends tout l'espace qui est R, il y a des fonctions qui n'admettent pas de point fixe, ça veut dire que je n'ai pas l'espoir de trouver de ce type-là, à moins si j'ajoute des hypothèses de plus pour avoir la. Donc, maintenant, le théorème. Donc là, je vais aller tout simplement au théorème de Brouwer. Ça, c'est un théorème qui est assez simple. Toute application continue de f dans B, de B dans B, une boule fermée de Rn. Là, tout ce que je vais dire maintenant, avant de. Nous sommes en dimension finie. Admet au moins un point fixe. Donc, continue. La continuité, je vais expliquer après qu'est-ce qu'on veut dire par la continuité de déformation. Mais là, si je prends moins 1, si je prends tout simplement ça, le graphe va être à l'intérieur de cette partie-là. Ça, c'est la diagonale. Ça, c'est la fonction. Donc, le théorème me dit si j'ai une fonction continue de moins 1, de moins 1 vers 1 moins 1, ça veut dire que si je prends n'importe quelle valeur ici, si je reste dans le graphe et c'est une déformation continue. Donc, parce que là, je vais parler un peu de topologie, mais l'idée, c'est que si je prends ce 1 moins 1, c'est moins 1, et je le déforme. Donc, j'ai le droit de le déformer. Je n'ai pas le droit de le digérer, mais j'ai le droit de le déformer comme je veux. Mais je n'ai pas le droit de dépasser ces deux bornes-là. Vous voyez bien que je rencontre une fonction quelconque, je rencontre la diagonale 1, 2, 3 fois, je peux la rencontrer tout simplement une fois. Donc ça veut dire que si je suis de l'intervalle vers l'intervalle, la boule vers la boule, vous voyez bien que si je veux tracer une déformation, une fonction continue, j'obtiens tout simplement le fait que j'ai une intersection, donc admet au moins un. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on a ici? On a le fait que ça c'est un intervalle, le graphe c'est un seul morceau. Donc, si par exemple, avant de démarrer, je voudrais avoir des propriétés sur X, le X
Alors, les propriétés sur X, ça veut dire, c'est quoi les propriétés topologiques qui vont, ou géométriques qui vont m'assurer. Donc, vous voyez bien que si je prends par exemple une fonction qui n'est pas continue, je n'espère pas avoir. Donc, c'est pour ça qu'on travaille pour les fonctions continues. Si vous avez un graphe en deux morceaux, vous voyez bien n'importe en deux morceaux, je peux avoir une fonction qui fait un saut quelque part, elle va éviter. Donc, la continuité, c'est une condition plus ou moins nécessaire. Donc, ça, c'est la continuité. Maintenant, si je prends par exemple deux intervalles, si je prends deux intervalles et j'ai une fonction continue, je prends deux intervalles, par exemple A, B, ça c'est la diagonale. Je prends par exemple une fonction, ça veut dire que je vais dire qu'il y a un graphe et je fais un saut ici, je le vois, vous voyez bien que je n'ai pas espoir d'avoir des points fixes. Donc ça veut dire que la continuité, c'est quelque chose de nécessaire. Alors, moi je ne parle pas de continuité, mais quand ces points carrés, bon, Adamat, Bourdieu, il parlait de déformation. Il ne parlait pas de, c'est-à-dire déformation continue. C'est de là où, maintenant, ça veut dire quoi? Alors, si on commence par point carré, c'est lui qui s'est fait intéresser assez, non, assez, ce qu'on appelle une transversalité topologique. Quelque chose qui traverse, ça veut dire que quand je fais des déformations, c'est quoi les propriétés qui restent invariables quand je passe. Donc, l'idée de point carré, on a commencé, premièrement, l'idée c'était l'étude de l'univers. Ça, c'était la stabilité de l'univers, dans le sens, l'univers, est-ce qu'il est fini ou infini? Est-ce qu'il y a des déformations? Comment on se déforme? Et surtout, il s'est intéressé au problème où il essaie de voir la stabilité. Alors, ça l'a conduit à des équations différentielles. Ça l'a conduit à des orbites. Et des orbites stables, instables, invariants. Alors, point fixe dans le sens l'orbite fixe. Est-ce qu'il, si je m'approche, est-ce que c'est un attracteur? Quand je passe, ça veut dire je fais des déformations. Est-ce que c'est un répulseur? Et il y avait des questions qui se posaient. Alors, cette question-là, en essayant de la résoudre, la solution explicite, c'était hors de question. C'est presque impossible. Le côté approximation, ça diverge. Chaque fois qu'on essaie d'arriver de... Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste cette notion de déformation. Ça veut dire une déformation continue. Alors, point carré, c'est intéressé à cette notion de déformation. Ça veut dire, si j'ai, par exemple, un espace, on va travailler dans R2 par exemple. Si vous prenez la boule et vous prenez la même boule avec deux normes différentes. Ça, c'est la norme x au carré plus y au carré. C'est la norme, la somme des. Donc, c'est ces deux boules. Alors, comme il s'appelle déjà point carré, c'est intéressant cette déformation continue. Je déforme quelque chose, c'est ce qu'on appelle des homéomorphismes. C'est-à-dire, je prends. Alors, l'idée, on a besoin d'un espace qui nous permet, un espace, dans la collection, mais des propriétés. Alors, c'est, je pense, point carré, il y a des notions de topologie. On commence à parler de topologie, ça veut dire quelque chose où on va travailler. C'est quoi une topologie? Ça veut dire que quand vous avez votre X, on va choisir ce qu'on appelle les ouverts. Les ouverts, c'est quoi? C'est les ensembles qui vont nous permettre, c'est une zone de confort, si on veut dire. Ça veut dire que quand je suis dans un ouvert, à l'intérieur, au voisinage, je peux faire beaucoup de choses, par exemple, sans être inquiété par la frontière. Alors, c'est quoi la topologie? La topologie, c'est tout simplement, je choisis une collection et je décide qu'elle soit, c'est des ouverts. Maintenant, les ouverts, ça veut dire qu'il faut que j'ai les conditions. C'est quoi les conditions qui me permettent de travailler de façon confortable? C'est le vide et X vont appartenir. Chaque fois, j'ai tout simplement
quand je travaille, vous allez voir, cette notion d'intersection finie revient tout le temps. Quand j'ai une intersection finie, l'ouvert, elle reste. Et ça, à l'intersection finie. Quand j'ai un voisinage, quand j'intersecte, je reste dans. Et j'ai besoin de recouvrement, c'est-à-dire la réunion, quand je parle de réunion bilaterale, elle doit rester. Donc ça, c'est les trois conditions. Ces trois conditions nous donnent le fait que l'espace X-to est un espace topologique. Il y a des formes. Je peux parler de formes. Et à partir de là, on définit ce qu'on appelle une fonction continue. C'est quoi une fonction continue? Une fonction continue, c'est quelque chose qui ne se déchire pas. C'est-à-dire qu'on ne déchire pas. Mais en fait, c'est le fait qu'elle garde les voisinages. Alors, quand vous avez une fonction, elle est continue, l'image réciproque de tout ouvert est ouvert. Ça veut dire que quand je parle d'un voisinage, l'image réciproque, je suis sûr que je vais avoir un voisinage. C'est-à-dire que la notion de voisinage est conservée. C'est ce qu'on appelle déchirer pour une fonction. Alors, je peux définir les fonctions ouvertes. C'est quoi? C'est tout simplement l'image d'un ouvert est un ouvert. Ça, j'obtiens, c'est-à-dire que si j'ai une bijection, j'ai dit que les deux espaces ou les deux sont homéomorphes. C'est quoi cette notion d'homéomorphe? C'est-à-dire qu'ils appartiennent à la même classe topologique. Il faut être topologique, ça veut dire que je peux déformer, par exemple ici, on veut dire que je peux déformer cet ensemble vers cet ensemble et revenir. Je peux définir une bijection. Bon, Rn, on peut tous les espaces qui vérifient cette notion. Vous avez dit quand j'avais parlé je n'ai pas le droit d'avoir deux morceaux, si vous voulez. Ça, on l'interprète, c'est que je ne peux pas écrire un ensemble comme étant la réunion de deux ouverts et leur intersection est vide. Ça, on interprète ce qu'on avait dit qu'un seul morceau, c'est ce qu'on appelle des espaces connexes. Un seul morceau et on ne doit pas vérifier cette condition-là. Ça, c'est la connexité, un seul morceau. Mais nous, on a besoin de plus. Quand je travaille dans R, un seul morceau, c'est un intervalle. Il est connexe. On pourrait tout ce que vous voulez, parce qu'il y a une seule direction. Maintenant, généralement, on a toujours ce réflexe de revenir vers R. Quand vous avez, par exemple, on essaie de revenir vers l'intervalle. Donc, les espaces les plus, je peux dire, qui nous arrangent le plus, c'est ce qu'on appelle les espaces convexes. L'espace convexe, c'est un espace connexe, mais sa particularité, c'est que les intervalles restent à l'intérieur. Quand vous avez A, B, quand vous rejoignez A et B, il va rester à l'intérieur, dans le sens où on a toujours un chemin qui relie et qui reste à l'intérieur. Donc, ça, c'est la notion de convexité. Maintenant, point carré. Qu'est-ce qu'il a? En utilisant la stabilité, il s'est aperçu qu'il ne peut pas résoudre explicitement, il ne peut pas résoudre d'une façon numérique, approcher, parce que chaque fois qu'il essaie d'approcher, il y a une divergence, parce qu'il y avait une instabilité. Alors, il a pensé à une chose, c'est quoi? C'est cette déformation. Déformer un ensemble avec une homotopie. Alors, comme je dis une homotopie, c'est tout simplement des fonctions continues qui commencent. Bon, je peux dire, c'est quoi? C'est quand vous avez par exemple, là, je peux, avec des déformations qui sont continues, je peux arriver d'une façon continue vers un. Ça veut dire que lui, il s'est intéressé à l'homotopie. C'est-à-dire, si vous avez deux ensemble, je explique une homotopie continue, une déformation continue, sans déchirer de passer de là. Alors, il a fait l'étude, tout simplement pourquoi? Parce que lui, il était qu'en résolvant un système, une équation, la meilleure façon, c'est d'avoir une homotopie et de passer d'un problème très difficile vers un problème plus simple. Résoudre le problème, quand je dis résoudre, trouver les points invariants, mais le problème, c'est qu'il faut revenir. C'est-à-dire que
Quand on parle, c'est-à-dire c'est la transversalité, la topologie, les propriétés sont conservées. Par exemple, si vous avez une fonction, la connexité est conservée, parce que l'usage est connexe, la compacité. Maintenant, ça c'est ce qu'avait prévu passer. L'idée, c'est de passer d'un problème difficile vers un problème facile, résoudre le problème. On va voir un exemple, j'espère qu'on aura ce temps. Mais il faut que je m'assure que c'est-à-dire le passage pour revenir, il faut que la propriété reste invariante. C'est ça l'idée. Alors, il a étudié les déformations. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux déformer vers quoi? Alors, si vous avez un disque, vous voyez bien que je peux le déformer de façon contenue en un point. Je appelle les ensembles contractés. Je peux les déformer. Si vous avez tout simplement rien que le bord, vous voyez bien que vous ne pouvez pas les déformer sans déchirer sur la boule. D'accord? Alors, on dit que cet ensemble n'est pas contractile et n'est pas homotope à une constante. Ça veut dire que je ne peux pas le voir. Alors, point carré, essayez de faire cette catégorie. Quand c'est quoi sa catégorie? Est-ce que c'est une boule ou, il a résolu le cas dans le cas 2, n est égal à 2. Donc, si on a et il a laissé sa conjecture qui disait que si vous avez par exemple un ensemble, une variété compacte, simplement connexe, ça veut dire que si vous prenez un point, si vous reliez le point, vous revenez à votre. Ce chemin-là est homotope à un point. Ça veut dire qu'il y a toujours. Est-ce que tous ces ensembles-là, est-ce qu'ils sont homomorphes à la boule la réponse a été résolue dernièrement. Donc, ça c'est l'idée. Passer d'ensemble à d'autres temps. Maintenant, c'est quoi le problème? Où est-ce qu'il se pose? J'ai deux ensembles. Ils sont homéomorphes. Au point de vue topologique, il n'y a pas de différence. Et ça, topologiquement, c'est la même chose. Parce que je peux trouver ils sont homéomorphes, une fonction continue, f-1 est continue. Point fixe, elle est conservée. Si vous avez un point fixe ici, vous avez un point fixe ici, vous avez un point fixe. En passant par l'homéomorphe ou la fonction bijective, il suffit de composer. Si par exemple on a g de x égale à x ici, vous composez par la fonction homomorphisme et vous va être aussi un point. Donc ça veut dire que le point fixe est conservé par homéomorphisme, par homéomorphisme. Il y a une autre point. Donc ça c'est. Maintenant, quand je vois ces deux-là, la topologie, c'est vrai qu'elle déforme de façon continue. Mais le problème, qu'il ne tient pas compte des mesures. Vous voyez bien que là, la surface n'est plus la surface. Vous voyez bien que j'ai le droit de dilater comme je veux. Ça veut dire la distance n'a pas d'importance. La seule chose, il faut qu'il n'y a pas de déchirure. C'est ça l'idée. Ça veut dire que quand je passe de là à là, je change point de vue géométrique. Ça veut dire que là j'ai tout simplement qui a un produit scalaire, j'ai la projection. Ici, j'ai la convexité, mais j'ai un problème au bord. Par exemple, vous voyez bien que là, il y a des points extrêmes. Et ça, c'est convexe, compact, ou fermé bourné. Ça, c'est convexe, compact, fermé bourné. Mais la géométrie n'est pas la même. Ça, c'est un changement. Là, il y a les points extrêmes qui sont de ce côté-là. Si j'analyse cette partie-là, vous voyez bien que la fonction, premièrement, elle est bien que chaque fois, et ça c'est le théorème clé qui était pour démontrer le résultat, vous voyez bien que ici, chaque fois, avec une tangente, si je peux le voir ici, le sens S1 égale à 1, et bien que chaque fois j'ai un vecteur rentrant, que j'appelle la tangente, qui est perpendiculaire, je n'ai pas la même. Et j'ai une autre chose, j'ai cette notion de point intérieur, ce que j'appelle. Si vous prenez deux points extrêmes, quand vous les rejoignez avec
le milieu reste à l'intérieur. Alors, quand on parle point de vue géométrique ou dimension finie, ça n'a pas d'importance. Le problème, quand on passe à l'infini, c'est que ça peut jouer un rôle très, très, très important dans le sens où ça peut changer la convergence. Alors, on a défini un ensemble géométrique que si je prends là, si je prends deux points extrêmes, alors x plus y sur 2 reste à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle uniformément convexe. Les deux. Alors, dimension infinie, il n'y a aucune différence. Parce que dimension infinie, il y a quelque chose une propriété qui fait marcher les choses. Et dans le cas infini, pour vous en convaincre, si vous prenez la somme de 1 sur n carré, la somme de 1 sur n, on vient que c'est la linéaire de la converge. En somme de courbure. Donc, ça c'est à la marque. Il y a Bode aussi qui a travaillé dans le même, mais Bode a beaucoup plus travaillé dans le sens sur les frontières. À Damarque, c'était toute une discussion avec Brouwer, parce que, d'après quand c'est vraiment, je dirais, 30 ans de discussion qui a amené au théorème. Vous avez vu, le théorème, c'est quelque chose d'assez simple, mais 30 ans de discussion entre les. Alors, maintenant, une fois qu'on a ça, comment on démontre ce problème-là? Ici, on a une certaine, si vous voulez, c'est un espace de Hilbert. Là, il y a un théorème c'est quoi déjà, qui nous dit que tout simplement, si vous avez, si n est un point, tous les points ont des tangentes. Théorème de points cheveux. Je ne me rappelle pas le nom. Alors, ça, c'est le théorème qui nous dit. Alors, voilà, on a exploité ce résultat-là, parce qu'il a étudié de façon la géométrie euclidienne, et en utilisant ce résultat-là, il a démontré en 1909, quand n est égal à 2, l'existence d'un point fixe, et il a utilisé la notion de degré. Ça veut dire qu'il a calculé cette notion de degré, elle est abstraite, dans le sens elle n'a pas de. Il a démontré le résultat en discussion avec un arabe et ils ont amélioré le résultat. À un moment donné, il a montré le résultat en utilisant cette technique-là. De l'autre côté, vous avez des simplexes. Il y a Spen en 1928, il s'intéressait à la notion de graphe de jeu. Il a remarqué que si on prend les boules comme des simplexes. Simplex, c'est quoi? Si vous avez voilà, on est relié, c'est la somme de l'algorithme. Vous prenez x1, xn, c'est nombre convexe, de l'algorithme ici, programme de simplex. La somme de l'algorithme est égale à 1. Et il a montré, en utilisant un théorème qui permet tout simplement de déduire le théorème de Brouwer. Comment? C'est beaucoup plus les gens qui sont intéressés. Donc, là, je suis en train de parler de théorème de point fixe. Les gens qui veulent voir ça en détail, je leur conseille 3 livres, Granas de Gonji, ou Zever, ou Kirk. Et les trois, c'est 3 visions différentes. Par exemple, pour cette démonstration-là, vous pouvez trouver la démonstration de Bob. Et ce qu'ils ont fait, tout simplement, ils ont pris la sphère, ils l'ont partagée en deux. Ça c'est positif, c'est exclu positif, ça c'est négatif. Ils ont donné des signes. Donc vous avez, par exemple, vous avez moins E1, E2, E5, des choses de ce type-là. Alors, si on a moins, plus, moins, en commençant par moins, ça c'est négatif. Si on a plus, moins, moins, ça c'est positif. Les autres, on les appelle neutres. Vous voyez s'il y a des choses qui sont là. On les appelle neutres, dans le cas où, et ils ont partagé la sphère en 3 morceaux, si vous voulez.
S plus, S moins, et ils ont utilisé un certain comptage, ils ont trouvé le point fixe. Toutes ces méthodes-là, en dimension finie, ont une propriété fixe ou invariante. C'est quoi? C'est tout simplement la notion de compacité. Parce que chaque fois, les démonstrations qui ont été faites, si on parle de théorème de Brouwer, c'est tout simplement une des démonstrations abstraites. On a démontré, mais en fait, ça c'est le théorème de Brouwer, c'est tout simplement des équivalences. Quand on le démontre, c'est des équivalences, mais tout le dénominateur commun qui fait marcher les choses, c'est la compacité. La compacité, ça veut dire que notre espace est compact. Qu'est-ce que je veux dire par compact? Compact, ça veut dire tout simplement que quand j'ai un recouvrement quelconque, je peux toujours trouver un recouvrement fini. Quand on parle de fini, ça veut dire que je peux trouver le maximum, minimum, je peux. C'est ça qu'on a pu faire pour déterminer pour tout simplement, on a toujours besoin de cette notion-là. Donc ça, c'est la compacité. Donc ça veut dire que c'est toujours une dimension finie. Pour l'instant, dimension finie. Donc, il y a beaucoup de résultats dans ce sens-là, depuis, je pense, 1912, en passant par 1930, il y a Schauder et Badach qui ont étudié ces fonctions, il y a Bose, il y a tous les équivalents de fonctions. Tout simplement, essayer de comprendre, et ça reste toujours de ce théorème-là. Maintenant, si je prends le théorème, c'est tout simplement, si vous avez la boule, alors la sphère, la première chose, la sphère n'est pas contractile. Ça veut dire qu'elle n'est pas autonome à une constante. Bohm comme j'avais, s'est intéressé aux points sortants et rentrants. Alors, il a démontré que pour chaque fonction continue f, si je prends la boule vers Rn, si j'ai des conditions sur la frontière, ça veut dire si sur la frontière, il n'y a pas de point sortant. D'accord, vous voyez x. C'est ça, ça rejoint ce qu'on avait dit. Toutes les tangentes sont rentrantes. Il n'y a pas de points qui sortent d'une façon. Alors, x égale à f de lambda x, ça veut dire si vous êtes sur la frontière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez f de x égale à m de lambda x. Ça, c'est ce qu'on appelle des points sortants ou éjectables. Ça veut dire qu'on peut les éjecter. Et la compacité fait que le fait que s'il y a des points éjectables, ça libère, si vous voulez, de la place, je vais parler d'une façon, et ça donne que si j'ai ça, c'est-à-dire que je peux ne pas avoir de point fixe. Mais si je n'ai pas ça, tous les points sont rentrants, même. Et ces points-là, ça donne que tout reste à l'intérieur. Donc, quand je fais des déformations, je dois avoir un point fixe. C'est ça l'idée. Soit j'ai un point fixe, mais si je n'ai pas de point fixe, je suis sûr que je vais avoir quelque chose de sortant. Ça va aller de bien sûr. Mais si je n'ai pas de point fixe, je suis sûr que ça, c'est la deuxième propriété. La troisième, c'est Brouwer. Voilà, l'obtenir. Bose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré tout simplement que si vous avez des déformations dans la sphère, en utilisant des signes, ils ont défini ce qu'on appelle S de x, c'est moins x. Si S, je ne vais pas écrire moins x parce que ça peut. C'est-à-dire que ça, c'est tout simplement, je prends l'antipode. Ça, c'est x, moins x. Alors, il a montré que si vous avez une déformation sur la boule, il y a au moins deux points qui vont avoir la même image. À partir de là, il dit que si on ne peut pas avoir de rétraction, d'accord, de la boule, telle qu'on reste l'identique. Ça, c'est si vous avez la boule. Si vous faites une rétraction en gardant la frontière, tout simplement X, il faut qu'il y ait il faut que vous ayez. Maintenant, il y a évidemment je peux rétrécir.
Et ça, c'est tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on a déjà vu. C'est-à-dire que je peux tout simplement passer tout l'espace, je peux le mettre. C'est-à-dire que je peux avoir une rétraction de l'espace Rn vers la virgule du bout ici, en utilisant tout simplement, en comprenant les valeurs c'est f de x sur ρ, parce que ça c'est f de x sur la norme de x, et je peux projeter. Alors, on a une propriété ici, et que sans une rétraction, la notion de point fixe est conservée. Ça, c'est le deuxième, on va le voir. Donc, ça veut dire que je ne peux pas, je peux rétracter, mais si je veux rétracter pendant le bout, c'est obligé. Donc, ça, c'est le théorème. Maintenant, pour la démonstration, c'est tout simplement des passages assez simples en ayant des homotopies. Si je suppose par exemple G1, pour passer de 1 à 2, il suffit de supposer qu'il n'y a pas de point fixe et je construis tout simplement une homotopie de telle façon que cette homotopie me donne que la sphère est homotope à un point. Contradiction, donc ça veut dire que je ne peux pas avoir de passage. Pour le deuxième, c'est très simple. Si on a cette inclusion, je ne peux pas avoir B. Par conséquent, c'est ce qu'on appelle l'alternative non linéaire. Je dois avoir f de x. Pour la troisième, si je prends un rétract, la même chose. Si j'ai un rétract, je peux avoir tout simplement, je peux construire. Alors là, on obtient une fonction moins Rx. Vous voyez bien qu'elle n'a pas de point fixe dans B. C'est-à-dire si pas de point fixe, parce que ça c'est tout, c'est différent de 0. Et j'obtiens le résultat. Là, la dernière, c'est tout simplement, vous voyez bien que le passage les propriétés restent toujours abstraites. Soit qu'on utilise des degrés, soit qu'on utilise des déformations. Et voilà, quand on a démontré son résultat, il n'était pas satisfait. Parce que, tout simplement, c'est quelqu'un qui aimait, il y avait des discussions qui aimait les démonstrations constructives. C'est-à-dire, toujours constructives, comparativement les démonstrations. Et il n'a jamais appliqué ce résultat d'une façon. Lui, il n'a jamais appliqué, mais il y a des gens qui ont fait la théorie des jeux, il y a Bash, il y a Kifan, il y a Minimax, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'applications et des applications abstraites. Ça veut dire que quand on fait des déformations ou des fonctions continues, on obtient tout simplement un ensemble, un vario moins, un point vario, parce qu'on peut même avoir. Et ça nous donne, par exemple, quand on a une stratégie, l'équilibre, on peut les points critiques. Donc ça, c'est le côté Brouwer, dans le sens où on a tout simplement un théorème qui dit la chose suivante. Donc là, je peux parler de principe de majoration a priori. Je n'ai pas en dimension finie. Alors le terme nous dit la chose suivante. Si vous avez une application continue, alors si l'ensemble des points sortants, si vous voulez, est contenu dans l'intérieur d'une boule, alors automatiquement, on a un point fixe. Et ça, c'est une technique qu'on appelle majoration a priori. On va voir si on a le temps, on peut l'utiliser. C'est-à-dire, si vous voulez résoudre un problème, si vous arrivez à majorer les solutions, vous les mettez dans une boule, ça veut dire que ça va être 100 points fixes à l'intérieur. D'après boule, on va avoir un point intérieur. Donc, la démonstration est assez simple, c'est que tout simplement, donc une fois qu'on a ce résultat, tout ce qui va découler, ça va être des choses. Par exemple, si vous prenez votre opérateur, c'est un opérateur, bon, c'est pas compact, normalement c'est continu, parce que continu et compact, c'est la même chose. Ça, c'est dans le cas infini, on peut parler de compact. Alors, je définis tout simplement ma fonction, la contraction dont j'ai parlé. Quand je suis à l'intérieur, je garde l'image. Quand je suis à l'extérieur, je prends ρ, f de x sur y, p de x sur y. Alors, cette fonction-là, elle est bien définie de
de la boule vers la boule. D'après le théorème de, là, je suis en train de parler de la démonstration dans le cas infini. D'après le théorème de Bauer-Schauder, il existe un x tel que x est égal à x3. En supposant que tx0, on peut tout simplement égaler et remarquer que le point va être sur la frontière. Ça ne marche pas parce que tous les points sont à l'intérieur, parce qu'ils sont bornés, on obtient l'existence de points fixes. Donc ça, cette démonstration, c'est beaucoup plus dans le cas du théorème de Schauder. Donc maintenant, la question qui se pose, on a démontré ce résultat, qu'est-ce qui se passe à l'infini? Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des exemples, il y a des contre-exemples, parce que Kafka, par exemple, en 1943, il a démontré dans un espace de l'univers, si vous prenez L, L2, des suites, il a pris un fonction chiffre, ça veut dire racine de Pascal moins la norme, x1, x1, et il montre que cette fonction continue, elle n'a pas de point fixe, et je pense même qu'elle est non exponentielle. Ça veut dire que même si c'est compliqué, il n'y a pas de point fixe, pour la simple raison qu'on a perdu la notion de compacité. La boule n'est pas compacte. On a fini le problème. Et cette compacité, quand on perd la compacité, ça veut dire que ça ne se fait plus dilaté et on a la fonction, mais on n'a plus de résultat. Une fonction continue. C'est pour ça que j'avais parlé. Ça, c'est 1922. On voudrait généraliser le résultat pour la simple raison, c'est que quand on veut étudier des équations, quand on ramène le problème à un problème de point fixe, ça veut dire qu'on va fonctionner dans des fonctions continues, dans des fonctions continues, des dimensions finies. Je dois fonctionner dans les fonctions absolument dérivables des fonctions. Ça veut dire que dimension finie. Donc en 1922, il y a Banach qui travaille avec Schauder, et Schauder qui se sont attaqués à ce problème-là. Banach et Schauder, ils ont eu des résultats ensemble, on a une analyse fonctionnelle, mais Banach avait choisi, si je ne peux pas, il avait choisi des fonctions, des conditions sur la fonction. On va voir c'est quoi. Et son théorème, le théorème de Banach, c'est un théorème qu'on dit parfait. On a tout ce qu'il faut, la stabilité. Schauder, il est resté dans le cas topologique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, je n'ai pas de compact, je prends ces convexes, compact. Donc ça veut dire que je remplace mon vide, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si je prends compact, toute fonction continue admet un point fixe. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé la compacité. Puisque c'est compact, il a pu approcher sa fonction par des fonctions qui sont à leur image est à dimension finie, à partir de dimension finie, il utilise Bauer, il revient vers. C'est un problème d'approximation. Bon, le problème de Schauder, il fait marcher les choses, mais ça reste toujours un problème où on ne peut pas. Les numériciens, si vous voulez, ou les gens qui utilisent la web ne peuvent pas l'utiliser. Déjà, voilà où c'est un problème. Donc, mais on peut l'utiliser autrement. Par exemple, si vous avez votre fonction, il y a un autre résultat qui nous dit si on a un ensemble non vide convexe dans un espace normé, alors toute application compacte. Maintenant, au lieu de parler de C, on dit que c'est l'image qui est compacte. Compacité, et on peut l'approcher. L'image, quand je dis compacte, ça veut dire relativement compacte, elle est incluse dans un compact. Et l'idée, c'est qu'en utilisant la technique, on obtient tout simplement une approximation. C'est-à-dire, le terme nous dit, si vous avez un convexe fermé, j'ai oublié des convexes, dans un. Alors, admet un point fixe, je pense que j'ai oublié ici, espace fermé, borné. J'ai oublié ici deux. Non, j'ai la compacité.
Maintenant, comment on peut utiliser ce résultat-là? C'est la même chose. C'est l'alternative linéaire de Schauder. C'est ça que je veux dire. Si vous arrivez à border vos solutions, automatiquement, vous avez en faisant la même chose. Si l'ensemble des points sortants est borné, de lambda x, alors on a un point fixe. Alors, pour les applications, je ne sais pas, est-ce qu'on va commencer? Donc, les applications, j'ai choisi un problème assez simple, équation différentielle, c'est beaucoup plus le concept. Alors, on s'intéresse, par exemple, à une fonction y seconde plus f de t, y prime. Y0 est égal à y1 est égal à 0. La fonction continue. Je donne deux conditions qui assurent une condition, ça c'est classique, on donne une condition qui nous assure que la fonction va rester entre moins m. Et la deuxième condition, ça c'est le théorème de Bernstein, mais un peu plus général. La deuxième condition, c'est une condition quadratique sur la deuxième dérivée. Ça, en utilisant ces deux-là, c'est déterminé assez simple. Donc, on variable ici pour avoir votre 1, ici, il suffit d'utiliser le théorème de. Et on obtient le fait que c'est bordé. Mais ça, c'est technique, dans le sens. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a pu démontrer que notre fonction est bornée, alors on se place. Alors, on a une fonction, on a y seconde est égal à f de y. On va étudier la régularité. Donc, quel espace nous sommes? Ça, c'est continu, y seconde, nous sommes dans C2. Donc, je prends tout simplement l'ensemble C2 comme étant toutes les fonctions qui appartiennent telles que je suis dans C2, donc je suis dans C1. Je prends le maximum, je prends C. Donc, je prends C comme étant le sup. C1, c'est le maximum des deux. Et le troisième, c'est C2, c'est le maximum de 3. Et je prends C2. Donc, ça veut dire quand j'ai ces ensembles-là, je peux tout simplement définir des opérateurs. L'idée, et ça, c'est pour n'importe quelle fonction, pour n'importe quelle fonction de travail, c'est pas rien. Ça, c'est, comme je disais, c'est le cas le plus simple. Mais je vais finir premièrement le concept et après on peut discuter. Qu'est-ce que je fais tout simplement? Je prends l'injection de C2 vers C1. Dans notre cas, elle est complètement continue. L'image tout bournée. Je prends la fonction comme étant la fonction continue comme étant y à chaque fonction de C1 f de t y prime. Je prends la t, c'est f en j, ça veut dire, en fait, c'est ce que je fais, je prends C0, je vais vers C1, par C1, je vais vers l'ensemble C, j'ai les conditions de bord, m'assure le fait que l'opérateur est injectif et je trouve tout simplement, si j'ai une solution, c'est tout simplement la solution en f de y. Ça c'est dans y, ça veut dire j'ai cette composition-là, quand je passe, j'ai tout simplement, on a l'injection et j'ai tout simplement ici L, une fonction complètement continue. Là, j'ai introduit une notion de complètement continu. Vous pouvez trouver compact, c'est tout, l'image est relativement compacte. Dans d'autres, vous pouvez trouver c'est l'image tout borné et compacte. Ou complètement continu. Complètement continu, ça veut dire que l'image tout borné est compacte. Alors, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Une fois qu'on a ce point-là, et c'est ça ce que disait GH, Y est égal à Y, je prends une homotopie. Je multiplie le problème, je le transforme comme étant Y.
des points fixes pour cet ensemble. On a montré que toutes les solutions sont bornées. Ça veut dire que je peux prendre une boule, plus grande que toutes les solutions. C'est la première condition. Ça veut dire que l'ensemble, il n'y a pas de point sortant. Ça veut dire que j'ai un point fixe, et ce point fixe, pour tous les lambda, ça va être pour le lambda Y. Je reviens vers mon problème. Qu'est-ce que je fais? On a, par homotopie, j'ai déplacé le problème d'un problème qui est Y seconde à un problème tout simplement constant, égal à 0. Quand ce H0 est égal à 0. À l'intérieur, on utilise l'idée de point carré, c'est ramener un problème compliqué, il n'est pas aussi compliqué que ça. Un problème beaucoup simple, inconstante. Et vous vous rappelez quand j'avais tracé le graphe, je n'ai pas eu le temps, je voulais le faire, je n'ai pas eu le temps. On a démarré d'une façon catastrophique, c'est pour ça que vous avez posé un 1. Vous voyez bien que quand j'ai une constante à l'intérieur, donc quand j'ai une constante à l'intérieur, vous voyez bien qu'elle a bien un point fixe. Alors, je prends n'importe quelle déformation. C'est-à-dire que je prends n'importe quelle fonction qui a la même valeur sur la frontière. C'est-à-dire sur la frontière, et ça c'est. Vous voyez bien que je prends n'importe quelle déformation, on a un point fixe. C'est ce qu'on appelle les fonctions essentielles. Si j'ai une homotopie, la fonction a un point fixe et en même temps, elle nous assure l'existence de toutes les fonctions homotopes. Je peux passer par des formations continues, l'existence de points fixes. Ça veut dire que l'idée, là on a travaillé avec l'alternative non linéaire, mais on peut travailler aussi avec la transversalité topologique. Le travers, ça veut dire que si je peux avoir une homotopie qui passe, une homotopie, ça veut dire que c'est dans l'intervalle 0,1, 3, x, x, ce qui passe par exemple de H0, x, vers H1. Alors il y a des fonctions qui sont essentielles. Le fait que si j'ai une homotopie, automatiquement j'ai un point fixe pour l'autre. Ça reste invariable. L'idée, c'est qu'on passe par des fonctions, c'est-à-dire par des homotopies, on a la solution et je reviens. Parce que vous voyez bien que si j'ai une fonction, par exemple, une fonction qui est sortante, si j'ai une fonction de ce type-là, vous voyez bien que j'ai cette fonction-là, qui peut avoir un point fixe, mais une fonction qui est homotope n'a pas un point fixe avec le point fixe. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'il y a des fonctions qui ont des points fixes, mais qui ne sont pas essentielles. Il y a d'autres qui ont des points fixes et sont essentielles. Toutes les déformations ont un point fixe. C'est-à-dire l'idée, quand vous avez un problème, quand vous avez votre forme de fonction essentielle, si vous arrivez à transformer, comme on a fait ici, on est passé de Maintenant, ces méthodes-là ont leurs limites. Des fois, on est obligé de passer par des théories de degrés, théories de l'indice, parce que c'est beaucoup plus de degrés. On utilise aussi l'homotopie, mais des fois, ça a plus. Donc, quand j'ai parlé de ce problème-là, ça c'est le problème le plus simple. Quand je veux, par exemple, supposons, pour continuer dans ce cas-là, que la fonction n'est pas continue. J'ai des fonctions qui nous disent que la fonction, j'ai besoin d'intégrer, parce que quand j'ai un peu besoin, c'est que si vous fixez x et x et si vous fixez y p, la fonction est mesurable. Quand vous fixez p, la fonction est continue, on n'a plus de continuité. Alors, on peut utiliser le même cas. Si par exemple la fonction ici est bornée au majoritaire de fonction L2, ça veut dire que mes solutions, quand je fais l'étude, je trouve que mes solutions sont dans le deuxième dérivé, donc c'est dans L2, par les espaces secondaires. Ce
Quand on parle d'injection, ça marche. Bon, L2, ça marche parce qu'on démontre dans le cas voir des résultats. Quand on a, maintenant, quand je passe à un, on n'a plus de, on n'a plus la fonction n'est plus complètement continue et on ne peut pas utiliser la même technique. Par contre, quand on intègre, on a au lieu d'avoir une quadratique, on peut avoir une fonction continue. On a fait même dans le cas où les fonctions sont mesurables. Donc, il y a des résultats dans ce sens-là. Et on peut aller même pour une équation au dérivé partiel. Par exemple, si je prends delta U égale à F, ça c'est beaucoup plus compliqué. Trouver, il y a beaucoup de résultats qui marchent. C'est marche, c'est Schauder, il y a beaucoup d'applications. Mais ici, le problème, c'est la régularité. Donc ici, même si F est continu, vous n'avez pas, la fonction n'est pas effacée de. Maintenant, on a là, et là, c'est tout l'espace isopolaire. On trouve d'autres pour essayer d'avoir des scénarios où je peux ramener le problème à un point fixe et utiliser soit l'alternative non linéaire, soit transfert topologique, soit théorie de degrés pour avoir ces résultats. Donc ça, c'est tout simplement 1922, 1930, j'ai l'esprit de laisser. 1922, c'est autre chose. C'est Banach. Banach, qu'est-ce qu'il a montré? Banach, dans sa thèse, il a tout simplement donné des conditions de stabilité. Il y avait Picard qui a déjà utilisé cette notion d'approximation. Alors il dit, on va se placer dans un espace complet. Le tri complet. Déjà, ça c'est une stabilité qu'il demande. Pourquoi? Parce que c'est quoi un espace complet? C'est si vous avez une suite de Cauchy, ça veut dire si cet epsilon, quand vous pouvez trouver un L, à partir de ce L-là, vous êtes sûr que vos devoirs vont rester à l'intérieur de l'epsilon. C'est-à-dire que vous rentrez dans un couloir d'erreur. Alors, ce que dit complet, il vous dit que ces suites-là admettent un point fixe, mais une limite. Ça veut dire qu'ils admettent un point d'accumulation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fluctuation, il n'y a pas de. On est à l'intérieur. Ça, c'est la première. Ça, c'est une notion de stabilité. Complet, ça nous donne ces notions. La deuxième condition, c'est quoi? C'est la fonction est contractante. X moins Y est inférieur à X moins Y. Fonction contractante, c'est aussi une façon d'avoir la stabilité, mais elle est très coûteuse, dans le sens où, qu'est-ce que ça nous demande? Bon, c'est la variation bornée, c'est le fait que votre est toujours inférieur à A, ça veut dire que la pente ne peut pas dépasser. Les pentes doivent aller de ce côté-là. Si on a toutes ces conditions-là, on a un théorème qu'on dit bien posé, dans le sens où il nous donne, donc ça c'est la définition, il nous donne tout simplement, si vous avez un espace métrique, vous avez l'existence d'un point fixe unique, vous avez la stabilité, c'est-à-dire que si vous partez de n'importe quel point, quand vous prenez l'orbite avec TTL plus 1, ça converge à 0. Et vous avez plus que ça. Vous avez le fait que vous avez des estimations a priori, posteriori, et le taux de convergence, ça veut dire que vous avez toute la stabilité. L'idée, c'est tout simplement, si vous montrez que vous avez une fonction contractante avec complet, il suffit de partir avec un point, et ce point-là, l'orbite va être stable, il va aller vers le point fixe. Ça, c'est idéal théoriquement. Maintenant, en pratique, ce n'est pas aussi évident. Parce que des fois, vous pouvez y aller, mais il faut de complexité. Non, alors, ce théorème qui est exploité par les Gaussiens, par exemple, vous avez, quand vous voulez que x égale à 0, on utilise soit la descente, généralement, la pente
Parce que des fois, on peut avoir plusieurs points fixes, où point f de x est égal à 0, on s'arrange pour avoir un intervalle où j'ai des conditions et j'y perds on l'utilise pour les valeurs propres, la méthode de la puissance. On conditionne la matrice, je me retrouve ici. Donc, c'est ça qui est dans le populaire. Ça veut dire qu'on peut l'appliquer, on a des résultats, contrairement à c'est un résultat très puissant, mais on ne peut pas l'utiliser de façon où on peut avoir le. Alors, à partir de là, il y a eu l'équipe, si vous voulez, que aller vers ce sens-là, il y a plusieurs généralisations du théorème. Par exemple, Goldstein a montré tout simplement que si vous avez un x strictement inférieur à 2 x y, ça veut dire que là, il ajoute la compacité, ça marche, il trouve avec les conditions. À partir de là, on essaie de trouver cette notion. Si on a xn plus 1, f de xn tend vers 0, on a une orbite. Il y a eu beaucoup de résultats dans ce sens-là. Ceux qui veulent, par exemple, avoir plus d'informations, ils n'ont qu'à consulter Kirk dans son livre Topic Explained in Method. Et l'autre, c'est Handbook. Il y a beaucoup d'articles qui parlent de ça, beaucoup de généralisations. Donc ça, c'est la première, c'est-à-dire la partie qui marche. Malheureusement, quand je passe, parce que j'ai déjà parlé, quand je passe à fonction non expansive, c'est Goldstein qui l'a dit, ça veut dire quand j'ai égal, rien ne marche. Il y a des résultats. Ça veut dire qu'on n'a plus l'existence, on n'a plus l'unicité. Alors, il y a Browder qui a tout simplement exploité la remarque de fait uniformément convexe. Alors, ils ont démontré le théorème dans le cas de Hilbert. Ils ont tout simplement utilisé ces deux propositions. On a un espace de Hilbert, alors je peux trouver tout simplement, quand je suis dans une boule, je peux trouver ces deux inégalités qui font marcher les choses. Dans le sens où je vais avoir une convergence. Alors, quand j'ai Hilbert, ça marche. Alors, après, il y a ce théorème de Kirk, il y a ces trois qui ont fait Browder, ils l'ont montré en même temps, en 1965, et ce résultat utilise uniformément convexe. Exactement, le fait que si vous avez uniformément convexe, ça marche en utilisant. En fait, là, il y a la compacité qui va revenir, mais la compacité faible. C'est-à-dire, quand on travaille avec xn plus 1 égale à t de xn, ils démontrent la convergence. Mais ils arrivent à montrer, on peut montrer un moyen, bien que convergence faible. Qu'est-ce que je veux dire par convergence faible? Dans le sens où c'est la convergence qui rencontre les formes linéaires. En dimension finie, il n'y a pas de différence. C'est la même, on a ce cause. Mais quand on passe sur une dimension finie, il y a une différence. Par exemple, si je travaille en dimension infinie, il y a des fermés qui sont plus fermés. Ça se fait par exemple. Et dans ce cas-là, en utilisant uniformément convexe, en utilisant une propriété assez simple, si vous avez assez simple, caractéristique fonction expansive, si ça converge faiblement, ça fait pas fortement, il faut montrer que ça converge zéro dans le sens fortement, et j'obtiens x est égal à ça, c'est deux résultats. Mais derrière ce résultat, c'est un résultat analyse. On peut montrer que si vous avez un espace uniformément convexe, la boule est faiblement compacte. Donc, ça veut dire que la compacité, mais elle est faible. Et on a plus que ça, il est réflexible. Comment c'est quoi la réflexivité? Ça veut dire entre la bulle et l'injection. Donc, il y a une bijection. Donc, et là,
cette notion de réflexivité. On a démontré plusieurs résultats dans ce sens-là pour améliorer le normal. Mais il y a une question qui reste toujours ouverte, c'est cette notion de réflexivité. Si l'espace est réflexif, est-ce que ça nous assure que toute fonction n expansive a bien un point fixe? S'il n'est pas réflexif, on a la réponse. L1, il y a un résultat qui a été démontré, et vous pouvez avoir une fonction non expansive qui a bien un point fixe. Est-ce que c'est fait le temps d'exercice? Donc, tout simplement, je vais tout simplement m'arrêter là, parce que le temps. Je vous remercie pour Bien, merci beaucoup. Merci pour cet exposé qui, comme prévu, m'a fait revivre un peu les théorèmes que j'ai étudiés il y a longtemps, donc Brouwer, Schroeder et théorème de point fixe contractant et ce genre de choses. Alors, est-ce qu'il y a des questions des uns et des autres sur ces théorèmes-là, sur leurs applications, peut-être? Je ne crois pas qu'il n'y a pas de questions sur le chat, il y a peut-être sur le live Facebook, si le professeur Ferrari a des questions qui ont été écrites. Oui, merci professeur Rito. Donc merci professeur Guignol pour cette présentation donc intéressante. Donc en fait, moi-même j'ai une petite question. Donc sur le chat, je vais revérifier, mais je ne pense pas à l'instant que j'ai relevé donc une question. Alors ma question au professeur Guignol, est-ce que dans un environnement où il y a donc on peut définir une probabilité, on a ce qu'on appelle une version aléatoire, une randomization, comme ça se fait maintenant pour plusieurs théorèmes d'analyse classiques. Donc, dans un environnement où l'une des conditions O plus ne sont pas vérifiées, on va dire, complètement, mais avec une certaine probabilité. Et le résultat, il est aussi évalué, probabilité avec un peu une probabilité qu'on peut estimer. Donc, ce genre des travaux existe pour l'ensemble des théorèmes classiques de l'analyse fonctionnelle. Est-ce que, à votre connaissance, nous avons des résultats de ce genre où on peut donc, dans un environnement où on peut définir une certaine probabilité, opter donc pour ce genre de résultats? Merci, professeur Guignol. Merci. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce genre de résultats? Quand vous parlez de... Oui, alors, par exemple, nous avons une version aléatoire théorème Banach-Steinhaus. Même si certaines conditions, hypothèses, théorèmes ne sont pas vérifiées à 100%, dans un environnement de probabilité sont vérifiées à 0,9, par exemple, donc on peut déduire un résultat aussi qui donne la conclusion avec une probabilité à évaluer. Donc, c'est-à-dire qu'on sort de la situation binaire. Ou bien les hypothèses sont vérifiées et nous avons le résultat, ou bien l'une des conditions n'est pas vérifiée, nous n'avons pas de résultat. Donc, dans un environnement, on peut définir une probabilité. Il y a plusieurs théorèmes classiques de l'analyse fonctionnelle maintenant qu'on peut obtenir, ça existe depuis quelques décennies, 2-3 décennies, des versions dites aléatoires, une randomization of les théorèmes. Donc, à votre connaissance, est-ce que déjà on peut appliquer le même principe et est-ce qu'il y a des résultats dans ce sens? Je pense qu'on peut appliquer, mais l'idée c'est que c'est tout simplement une probabilité. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir le point fixe, mais avec une probabilité qu'on va obtenir tel ou tel. L'idée c'est, je pense que ce genre de résultats ont été utilisés en physique par exemple pour essayer de détecter des points, mais on n'arrive pas à voir où ils sont. C'est-à-dire on définit ou on essaie d'avoir une probabilité que le point va être à une propriété dans cette place-là. Donc, ça veut dire qu'il y a des résultats qui sont dans ce sens-là, mais ça reste toujours qu'il n'y a pas une approximation, c'est beaucoup plus une probabilité. La probabilité que le point reste à sa place, où il est dans cela, et de tel ou tel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ce sens-là, à ma connaissance, c'est-à-dire en utilisant, vous voulez dire en utilisant les homotopies, en utilisant les...
Oui, d'une manière générale, donc c'est-à-dire au lieu de trouver donc f de x. Je ne sais pas, mais le problème qui peut se poser, c'est cette notion de mesure. Parce que quand je Oui. passe d'une place à une place, bon, si je dis qu'il y a une probabilité, la notion de mesure en topologie n'a aucun sens. C'est la déformation. Comment je déforme? Oui, mais la mesure, et justement, ça c'est un problème qui se pose quand on veut, par exemple, calculer des surfaces ou calculer, c'est que quand vous utiliserez la limite comme étant comme topologique, sans tenir compte de la mesure, on obtient des fois des choses qui sont biaisées. Parce que si on ne tient pas compte, la même chose, peut-être que si on ne tient pas compte, c'est-à-dire que quand vous passez par homotopie, il n'y a pas de mesure. C'est-à-dire la mesure n'est pas respectée. Ça ne dérange pas que l'idée, c'est que je me déplace d'une place à une autre d'une façon sans déformer. Maintenant, quand on parle de cette notion-là de limite, dans le cas où, par exemple, pour calculer des volumes ou pour calculer des surfaces, on fait une étude en faisant intervenir en même temps, c'est ce qu'on appelle, par exemple, la dimension de Hausdorff, on tient compte de la topologie et aussi de la mesure, c'est-à-dire, ou du volume, si vous voulez. Peut-être que si on tient compte des deux en même temps, mais si on prend rien que les homotopies, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'en déplaçant, on va garder la probabilité invariante. Il faut prendre des précautions avant de... D'accord, merci beaucoup, professeur Guenoun. Benoît, il y a aussi des enseignants qui sont à l'amphi. Professeur Zain Abidine Guenoun, est-ce qu'il y a des questions pour les gens qui assistent avec vous à l'amphi? Il faut leur demander, est-ce que vous avez des questions? Moi, je ne les vois pas. Vous avez des questions? Vous l'avez dit? Hein? Donc, il passe devant la caméra. Si quelqu'un veut poser une question. Bonjour tout le monde. J'ai une petite question. Si on se place dans un espace métrique, et j'ai pensé immédiatement à une définition. On peut dire que F vérifie le théorème du point fixe d'ordre delta, c'est quel que soit delta supérieur strictement à 0, il existe une boule de diamètre delta qui est stable par F. Est-ce que ce genre de définition existe? Est-ce que ça donne une approximation? Je lis ma question avec la question du professeur Rahi. Ça donne une petite idée d'un point fixe approximatif. Quel que soit delta positif, il existe une boule ou là un ensemble, il existe un ensemble E, tel que le diamètre de E, diamètre inférieur à delta, et F de E, je ne vais pas être exigeant, je vais demander seulement qu'elle soit inclue dans E. C'est une approximation réelle du point fixe, le point qui est invisible. C'était juste une question, est-ce que ce genre de choses existe? Des points, parce qu'on peut avoir des points approchés, l'approximation du point. On n'a pas de point, mais on dit qu'à partir d'une certaine erreur, je peux coincer. Mais c'est tout simplement coincer les points. On a des résultats aussi en utilisant des fois que si j'arrive à coincer un ensemble à la distance de x et f de x inférieur à une certaine valeur, si vous avez une boule, une fonction qui contractante, si vous arrivez à montrer que ça c'est inférieur à 1 sur alpha c'est la contraction, si vous arrivez à coincer ce point-là, vous pouvez montrer l'existence de point à partir de ce résultat en passant. Maintenant, des fois je peux coincer l'image et le point quelque part, mais ça ne veut pas dire que je vais les toucher. C'est ça le problème. C'est-à-dire, je reste toujours. Mais l'idée, quand on parle de. Ici, par exemple, le terme banal, c'est quelque chose, c'est une mesure. Il va vous dire f de x inférieur à k, et il vous donne. Quand vous passez par les homotopies,
il va vous donner le poids, c'est tout ce qu'il peut vous donner. Maintenant, il y a des tentatives, 1960, maintenant d'utiliser la technique de Spera pour essayer de trouver tout simplement les points de façon. Vous avez levé la main? Est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que, Oui. est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 on t'entend. Oui, je vous remercie. Ma petite question, c'est à M. El Abidi, est-ce que le théorème de Brouwer est valable pour les espaces de dimension infinie? C'est ce qu'on vient de montrer que c'est non. Pour l'espace de dimension infinie, c'est non. Parce que Kakutani a déjà donné un théorème, et c'est le théorème de Schauder qui généralise le théorème de Brouwer en ajoutant des conditions de compacité. Parce qu'on perd la compacité. La boule n'est plus compacte et on passe tout simplement à... Merci. Alors, voilà, merci de couper. D'accord. Professeur Guenoun, est-ce qu'il y a quelqu'un à la salle qui veut poser des questions? Si je vais aller qui veut poser peut-être une question. Qu'il passe devant la caméra, s'il vous plaît. Un grand merci à tout le monde. Nous sommes à l'Anti-F, bloc notre feu, le regretté, le président de notre université qui a veillé à la construction de cet amphi, le président Mohamed Ramé. Pour moi, c'est un sujet qui est très, très important. Monsieur Guenoun, je le félicite pour cet exposé, ce sujet-là de point fixe, qu'on l'utilise énormément dans les équations à dérivée partielle pour montrer l'existence d'une solution. On construit toujours une application d'un espace à un autre espace et couramment il s'agit d'un point fixe. Donc la difficulté ici, c'est le choix de l'espace, d'accord? C'est le choix de l'espace, de bien poser l'application et de montrer les propriétés adéquates de chaque théorème. Moi, j'ai eu l'occasion dans ma thèse en France d'utiliser le théorème de point fixe de Schauder. Donc, c'était une très bonne application pour moi. Je me souviens, ça fait plus d'une trentaine d'années. Donc, je dis merci à mon ami, le professeur Zainuddin Labidi, chef de département de la faculté des sciences de Rabat. Aujourd'hui, il nous a honoré ce matin par une conférence sur un projet de bachelor mathématiques qui a été proposé par le réseau des chefs de département des mathématiques à l'échelle nationale. Je le remercie. Je remercie les organisateurs, M. Benoît, Mme Harry et le professeur Frahe et toute l'équipe. Voilà ce que j'ai à dire pour commenter cette conférence. Et merci beaucoup. Merci, professeur Jbali. Professeur Guenoun, moi de ma part, moi aussi, je vous remercie pour cette conférence. Je sais que vous avez fourni un grand effort par la présentation pour écrire au tableau. Vraiment, je vous félicite. Alors, ma petite question, c'est que pour prouver l'existence des solutions des équations différentielles ordinaires, moi aussi, j'utilise le théorème de point fixe de Banach. Donc, la difficulté se pose bien sûr, dans le choix de l'espace, d'un espace adéquat, de l'application qui va de l'espace vers lui-même et elle doit être contractante. Donc, c'est vraiment du travail pour prouver l'existence d'un point fixe. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a d'autres versions du point fixe qu'on peut appliquer pour, bien sûr, prouver l'existence des solutions des équations différentielles ordinaires, par exemple? Quand vous parlez déjà, quand on parle de Schauder, c'est une version qui est un peu plus, je dirais, relaxe, dans le sens où des fois, montrer la continuité ou la compacité, c'est beaucoup plus simple
pas simple, mais c'est-à-dire que de prendre, parce que le problème qui se pose quand on a le théorème et quand on utilise le théorème de contraction, c'est que on demande que dans l'espace va vers l'espace. Dans le fond de définition, c'est tout l'espace. Regardez. Et ça, des fois, c'est contraignant. Oui. Alors, en utilisant par exemple l'alternative non linéaire, on nous demande que le fait qu'on part d'un univers, on va être beaucoup plus, vers il y a un univers complexe, ça veut dire qu'un univers complexe non vide, et à partir de là, je peux avoir une application. C'est-à-dire que si je démontre qu'elle est compacte, par exemple, je pourrais avoir l'existence de points fixes en disant, bien sûr, les majorations a priori. Là, c'est un autre point. Quand je passe sur majoration a priori. C'est-à-dire que les deux méthodes dépendent d'où est-ce qu'on travaille. Des fois, c'est beaucoup plus. Si vraiment on est intéressé par le cas numérique, ça veut dire que vous voulez approcher la solution, il faut opter pour. Maintenant, si vous voulez montrer rien que l'existence et après, et l'idée, c'est, vous voyez bien ici que je peux relaxer, si vous voulez, les hypothèses, parce que je demande qu'il y ait vraiment une définition, ne soit rien qu'un borné, un nouveau borné. Ici, des fois, ce n'est pas évident. Il faut ajouter d'autres conditions pour avoir le fait que votre opérateur est bien défini premièrement, et après, c'est une contraction. Mais les deux méthodes ça dépend de la situation. Si je suis un numéricien, je vais toujours opter pour ce type de. Donc, là, je viens de voir que ma batterie est faible. Si je suis un numéricien, je vais opter pour ça. Sinon, si je veux être l'existence, on peut opter pour les méthodes topologiques, le terme de chargeur. D'accord, merci, professeur Guénol. Benoît, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il n'y a pas d'autres questions, mais en revanche, il y a des réponses qui ont été apportées à la question du professeur Ferrari. Merci pour lui, de la part de votre homonyme, Arish, qui s'appelle aussi Arish Ben Kata. Oui. Donc, sur une version probabiliste du théorème de point fixe de Banach pour les applications contractantes. Donc, il y a effectivement des résultats. J'ai une question sur on parle toujours d'applications contractantes en disant, ben voilà, on demande à ce que l'image, enfin, la distance entre les images soit plus petite que k fois la distance entre les points, et si k est plus petit que 1, on a une application contractante et on va obtenir la convergence par un argument type, la convergence va découler du fait que la somme des puissances énièmes de k va converger, parce que c'est la somme des termes d'une série géométrique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des cas intéressants où, au lieu de majorer par k fois, ou au lieu d'avoir f de x moins f de y en norme, majoré par k fois la norme de x moins y, on majore par une fonction de la norme de y, et donc, éventuellement plus compliqué que simplement une fonction linéaire, et avec la convergence d'une série, qui ne serait plus la série géométrique, avoir aussi des résultats de convergence. Alors, évidemment, on doit pouvoir énoncer un théorème abstrait, mais la question est plutôt, est-ce qu'il y a des cas où ça peut servir, par exemple, pour démontrer l'existence d'une solution à un système différentiel ou quelque chose comme ça? Il y a plusieurs résultats dans ce sens-là. L'extension de théorème de Banach, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la constante. Ils ont remplacé par des fonctions qui sont croissantes, la littérature est abondante dans ce sens-là. C'est-à-dire depuis les années, si vous voulez, 65, il y a eu beaucoup de littérature où on essaie on essaie de majorer par des fonctions qui vérifient certaines conditions de croissance. Alors, on peut avoir aussi des résultats qui utilisent la distance t de x, f de x. Et là, il y a plusieurs résultats dans ce sens-là pour essayer d'avoir des orbites qui convergent vers le point fixe. Mais généralement, on ajoute des conditions, soit sur la distance entre comme par exemple ici, entre la fonction, l'image et le point. On peut avoir des fonctions qui utilisent des fois les images. Donc, la littérature est très abondante. Et pour vous en parler, comme je disais, vous pouvez aller voir il y a beaucoup de résultats dans ce sens-là.
qui donnent des extensions. On parle d'extensions. Il y a par exemple Goldstein qui a utilisé cette notion de chaîne, c'est-à-dire qu'il a relayé, si vous voulez, en utilisant des boucles comme une sorte d'un chemin pour montrer que l'existence d'un point fixe, quand on a par exemple le fait du DSL, comme je disais, la littérature est abondante dans ce sens-là. Mais le problème toujours, c'est des fois, on peut avoir une condition qui fait marcher les choses. Mais dans la réalité, ce n'est pas évident de coincer, par exemple, la fonction, le point et son image dans un couloir pour pouvoir avoir une stabilité pour que ça converge. C'est-à-dire on a le résultat, mais il faut travailler après pour trouver les conditions, pour vérifier les conditions. Mais il y a beaucoup de résultats dans ce sens-là. Merci, professeur Guenoun. Benoît, je crois qu'on va clôturer. Oui. Presque 2 heures qu'on est connecté. Alors, je remercie beaucoup le professeur Zain Abidine Guenoun pour son déplacement à la faculté des sciences de Tétouan. Il a eu 2 conférences aujourd'hui. Vraiment, c'est pas du tout évident. Donc, avant de clôturer, professeur Guenoun, est-ce que vous avez un mot à dire? Tout ce que je peux dire, c'était très agréable. Je vous remercie pour votre invitation et pour votre accueil et surtout pour la discussion conviviale de ce matin. C'était vraiment très instructif et je vous remercie beaucoup et je remercie tous les collègues et bien sûr tous les collègues probablement il y a aussi des étudiants, mes étudiants qui sont en train de... Oui. Merci, professeur. Alors, je remercie tous les participants et aussi, je présente mes excuses pour le retard à cause des problèmes techniques. Donc, comme vous voyez, c'était la première conférence dans les discussions mathématiques franco-marocaines qui est hybride, présentielle et à distance. Et on remercie vivement notre conférencier pour les efforts qu'il a fournis, bien sûr, pour nous présenter cet exposé qui s'intéresse à l'interaction entre l'approche topologique et pour montrer l'existence d'un point fixe et les méthodes d'approximation en théorie de points fixes. Alors, c'était la dernière conférence au mois mai. Au mois juin, il y aura 3 conférences. La première conférence sera du professeur Mourad Mohamed de l'Université Sorbonne. La deuxième, c'est du professeur Olivier Lafitte de, bien sûr, l'Université Sorbonne et il est directeur de l'unité mixte internationale au Canada. Et la troisième conférence sera du professeur Oukline Youssef de l'Université Kadi Ayad à Marrakech. Donc, je vous donne rendez-vous le mercredi prochain, le 2 juin 2021, avec le professeur Mourad Mohamed sous le thème « Utilité dynamique progressive ». Donc, au revoir, toujours 16h GMT plus 1 heure. Alors, je vous remercie. Au revoir. Je vous remercie Benoît, Guenoun, Farahi, tous les membres de notre laboratoire, tous les participants. Au revoir, au mercredi prochain. Merci. Bonsoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir.